Bonjour à tous. Un mot rapidement sur ArriveCan. ArriveCan, qui est une application, un autre chef-d'œuvre de notre gouvernement fédéral à Ottawa, qui devait coûter 80 000 et qui, au final, en coûte 60 millions. Pourquoi je vous en parle? C'est simplement parce que le Parti québécois prône de garder pour nous les 82 milliards de dollars qu'on envoie à Ottawa et de rediriger ces sommes-là sur les missions fondamentales de l'État, c'est-à-dire les services à la population. Que ce soit ArriveCan, les scandales sur les passeports qui ne fonctionnent pas, le système de paie Phoenix, que ce soit les PCU, puis la PCU et les cas de fraude, non seulement on a un gouvernement de trop, mais on a un gouvernement qui est éloigné de la réalité des gens. Et je demande à la population, posez-vous la question, pour 82 milliards, soit près de la moitié des impôts et des taxes au Québec, qu'est-ce que vous obtenez comme service? Et croyez-vous qu'on serait capable de faire mieux avec 82 milliards si on décide par nous-mêmes et qu'on décide, parce que c'est moi qui vous le dis, un gouvernement du Parti québécois redirigera ces sommes-là vers les missions fondamentales. Éduquer nos enfants, soigner notre monde. Moi, je suis convaincu qu'on est capable de faire mieux. Et c'est pour ça qu'on avait publié et qu'on continue de parler du budget d'un Québec indépendant qui nous permettra de faire des choix différents. C'est un épisode parmi tant d'autres, mais il est tellement frappant, 80 000 finalement, on dilapide 60 millions. Il n'y a aucune reddition de compte, aucune rigueur budgétaire, du gros n'importe quoi à nouveau à Ottawa. Sur le financement des partis politiques, vous et de votre personnel politique en fin de semaine, vendredi, vous avez été aussi très actif sur les réseaux sociaux là, pour vous dénoncer mutuellement avec la CAQ. Est-ce que ça va trop loin? Est-ce qu'on perd le sens du débat? Qu'est-ce qui va trop loin? Non, mais est-ce que sur les réseaux sociaux, c'est la bonne place pour aller épancher le fait qu'on n'est pas d'accord avec l'autre parti politique? Là, on parle ici du personnel payé par les fonds publics dans les cabinets ministériels. Moi, je peux comprendre que quelqu'un qui travaille dans un ministère pour un ministre rectifie la position du gouvernement, réexplique la position du gouvernement. Il n'y a aucun problème. Le problème qu'on a et qu'on constate de manière récurrente, c'est que de manière coordonnée et intentionnelle, des employés payés par les fonds publics dans les cabinets ministériels font des jobs de bras à des élus. Et c'est retweeté par le premier ministre, c'est retweeté par les élus après. Donc, essentiellement, on demande aux non-élus d'interpeller les élus des partis d'opposition pour les décrédibiliser en se gardant comme élus de faire cette interpellation-là. Vous remarquerez qu'en commission parlementaire, jamais les non-élus apostrophent, coupent ou insultent les élus. Ça se fait pas. Mais en ligne, sous la CAQ, non seulement on tolère ça, mais clairement, on encourage ce comportement-là. C'est le personnel politique qui réplique aussi. Non, nous, on dit de jamais, notre politique, c'est de ne pas... En fin de semaine. Dans le personnel payé par les fonds publics à Québec, on demande de ne pas interpeller les élus. À Montréal. C'est ça. Là, ensuite, la population en général, moi, je vous parle de... Mais la permanence à Montréal. Par définition, sont partisans. C'est une autre catégorie. Moi, je vous dis, si tu es payé par les fonds publics puis tu travailles pour le gouvernement dans un cabinet ministériel, ta job, payé à même les fonds publics, c'est pas de faire de la partisanerie puis de l'intimidation en ligne. C'est pas ça ta job. M. Fredette peut en faire. Pardon? M. Fredette peut en faire. M. Fredette fait de l'intimidation? Pas de l'intimidation, mais il répond aux élus. Là. Les équipes de cabinet ministériel de chaque parti peuvent rectifier les faits, mais là où nous, on tracerait la ligne, c'est lorsque tu décrédibilises, intimides ou tu t'en prends de manière très directe à un élu à titre de non-élu. Mais on n'empêchera jamais les cabinets ministériels de chaque parti de rectifier les faits lorsqu'une inexactitude est dite. Là, ça fait partie du travail. Mais là, on a franchi une ligne avec la CAQ où vraiment ce sont des interpellations groupées de non-élus qui s'en prennent à un élu pour le décrédibiliser. Déclaration les employés de la CAQ, oui, est-ce que les employés des cabinets politiques, là, la CAQ, font de l'intimidation? Durant la pandémie, ils ont pris soin d'effacer tous leurs tweets de la pandémie. Il y avait là, des vingtaines d'employés simultanément qui s'en prenaient aux élus des oppositions lorsque la position du parti d'opposition, la critique ou la question n'était pas appréciée par le gouvernement.
Donc, c'est un changement de style qui rend la politique beaucoup plus agressive et beaucoup moins respectueuse, ce qu'on ne verrait jamais en personne. Jamais dans une commission parlementaire, on tolérerait qu'un non-élu apostrophe de la sorte des élus, mais sur X, c'est la politique de toute évidence de la CAQ. On est politique au Québec sur l'intimidation. Est-ce que ces gens-là ne respectent pas le plan, la politique du Québec sur l'intimidation? Le parallèle est intéressant parce que c'est à contre-courant de là où on veut aller. Mais en même temps, il faut se garder comme opposition là, de monter en épingle. On demande simplement au gouvernement de dire à ses élus d'arrêter d'apostropher directement les élus pour les décrédibiliser ou ce qu'on a vu là à tellement de reprises. Je pense que la ligne est simple à tracer et on demande juste au gouvernement d'arrêter ce comportement-là. Puis on l'a demandé il y a 2-3 ans même. Je m'excuse. Moi, j'ai de la misère avec mes timings aujourd'hui. Sur votre déclaration de départ sur Arrive-Can, vous dites, nous, on ne mettrait pas l'argent là-dedans. Comment vous allez faire pour les gérer, les frontières d'un Québec souverain? Non, mais je ne dis pas qu'il n'y aura aucun budget d'allouer aux missions actuelles du fédéral. Je dis dans la poursuite de ces quelques missions du fédéral, là, le gouvernement d'Ottawa est un cafouillage constant et un gaspillage de fonds publics, en plus d'une fonction publique qui a littéralement explosé. Là, sous Trudeau, la taille de la fonction publique canadienne a augmenté de 40 % pour aucun service en échange. Donc, je pose la question aux Québécoises et aux Québécois, pensez-vous que si on rapatrie les 82 milliards, pensez-vous qu'on peut faire une meilleure job que ça? Puis la réponse, c'est sûr que c'est... Mais vous assureriez la gestion des frontières de Québec souverain? Oui, évidemment, les missions qui sont en ce moment l'exclusivité du fédéral sont reprises ici là, en proportion. Mais je prétends, lorsqu'on voit le peu de services qu'on obtient en échange de près de la moitié des taxes et impôts envoyés à Ottawa, je prétends qu'on pourrait rediriger ça vers des services essentiels, des missions fondamentales du gouvernement du Québec, parce qu'en ce moment, en santé, le gouvernement du Québec il obtient 1 des 6 milliards dont il a besoin pour fonctionner. Où est allé cet argent-là? Les prédécesseurs qui avaient rêvé d'un Québec souverain sans frontières, c'est pas le cas. C'est ce qu'on comprend dans évidemment, la base d'un État-nation et d'une démocratie, c'est la frontière qui permet de délimiter qui doit payer des impôts et qui a le droit de vote. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de frontières. M. Saint-Pierre-Plamondon, il y a quand même eu le bordel informatique au Québec, ça gire, ça clique récemment. Qu'est-ce qui vous fait croire que votre fonction publique au Québec serait vraiment meilleure que la fédérale pour ce genre d'application-là? Je note que la fonction publique fédérale n'est pas nécessairement meilleure que celle du Québec. Et je pose la question, pour 82 milliards d'argent envoyés à Ottawa, posez-vous la question, quelle est la liste des services que vous obtenez? Et dans la mesure où on n'est plus capable d'éduquer nos enfants et de soigner notre monde, est-ce qu'on a le luxe d'envoyer 82 milliards à Ottawa en échange de presque rien, sauf un programme de passeport absolument défaillant? Puis une profession de foi là, de prétendre qu'automatiquement au Québec, on ferait mieux pour moins cher. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on ferait des choix différents. Qu'un gouvernement du Parti québécois redirigerait ces sommes-là vers des missions beaucoup plus fondamentales. C'est ça que j'ai dit et je le crois. Plus de Arrive-Can sous un Québec souverain. Nos choix seraient différents et je pense que sous un Québec souverain, on redirigerait des sommes mal gérées vers des missions fondamentales, notamment santé et éducation. C'est ça que je prétends. 60 millions de dépassement de coûts. Non, mais sur un projet de 80 000, mais si on prend Renir, on est rendu à 1 milliard de dépassement de coûts. C'est au Québec, c'est les fonctionnaires du Québec. Oui. Comment vous auriez redirigé cet argent-là au bon endroit? À nouveau, ce que je dis, c'est que pour 82 milliards envoyés à Ottawa, la liste des services obtenus est minime et la liste des cafouillages, j'en ai nommé quelques-uns, elle est très grande parce que c'est un gouvernement éloigné de nos besoins et surtout éloigné des missions fondamentales comme la santé et l'éducation. Un gouvernement également qui s'est affairé à augmenter la taille de sa fonction publique et augmenter le nombre d'empiètements sur les compétences du Québec à même le pouvoir de dépenser, ce qui fait que c'est une cacophonie. Tout ça m'amène à croire que ce 82 milliards-là, si nous, on le prend, on va faire des choix différents. On va rediriger vers des missions plus fondamentales. Les écoles syndiquées FAE, le ministre Drainville veut retirer des journées pédagogiques pour rattraper les journées de grève. Êtes-vous d'accord? Ben, je vais laisser... le ministre dit qu'il est en discussion en ce moment avec la FAE.
Je vais leur laisser le temps d'avoir cette discussion-là. Mais évidemment, on veut qu'il y ait une entente qui favorise le rattrapage dans l'intérêt des élèves. Là, évidemment. En fait, dans la carte électorale, est-ce que vous êtes d'accord avec les autres partis qui disent qu'il faudrait comptabiliser la population globale dans les circonscriptions? Il y a des gens qui sont des électeurs, il y en a qui ne sont pas encore électeurs. C'est le cas dans Camille Lorrain. Alors, est-ce qu'il faut, comme le fédéral, compter la population globale? Bien, il faudrait à tout le moins le considérer. C'est ce que j'ai plaidé au DGE lors de son passage dans Camille Lorrain. La proposition actuelle, c'est de retirer à l'est de Montréal une circonscription, alors qu'on sait qu'historiquement, l'est de Montréal a été désavantagé de toutes sortes de manières. L'argument, c'est de dire, bien, on regarde la population, puis il y a de la place là, pour enlever une circonscription. Or, c'est en ne tenant pas compte de changements démographiques récents, où peut-être la personne n'a pas le droit de vote, mais on doit considérer qu'à mon bureau de député, le nombre de demandes venant de... Parce que nous autres, on aide tout le monde, là. Donc, l'idée de ne pas tenir compte du tout de la réalité démographique en date d'aujourd'hui peut nous amener à faire de graves erreurs, notamment retirer une circonscription dans l'est de Montréal alors qu'il y a une pression démographique évidente en ce moment. On va être obligé, donc, après, de tout défaire, ce qu'on a défait, parce qu'on n'a pas tenu compte de ce facteur-là. Donc, c'est pour ça qu'on demande au directeur général des élections de prendre tous les paramètres en considération dans cette décision-là. À l'inverse, pour des circonscriptions, par exemple en Gaspésie, où là, il n'y a pas cette pression-là démographique. Oui, la Gaspésie, c'est pas tant la pression démographique que le fait qu'on songe lancer une circonscription où le député devrait faire la route entre Gaspé et Carleton-sur-Mer. Dans les critères que le DGE a lui-même énoncés, il y a la faisabilité d'être député là, par rapport au territoire. Puis dans le cas de la Gaspésie, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est faisable pour un député de bien faire son travail s'il y a pour 7 heures de route entre une destination puis une autre? Poser la question, c'est y répondre. Là. Quel temps vous utilisez consultation populaire pour parler du référendum? Pourquoi vous choisissez ces mots-là plutôt que référendum? Est-ce que vous évitez de prononcer le mot référendum? Non, en fait, dans ma publication sur ce sujet-là, je parlais de consultation populaire. Dans le paragraphe suivant, je disais « ce référendum ». Il faut rappeler qu'à l'origine, le vrai mot, le mot qui s'est cristallisé dans la mémoire collective, c'est « référendum ». Mais quand on regarde le nom de la loi à l'origine, puis l'expression qui est appropriée, c'est consultation populaire, puis il y a plein d'autres synonymes. Donc, le référendum est connoté négativement au Québec. J'aime consultation populaire parce qu'il nous rappelle que tout ce que c'est de consulter la population. Je m'en vais là. La question, c'est que pendant plusieurs campagnes électorales, le Parti libéral et après la CAQ se sont servis du mot référendum pour faire peur. Lorsque j'utilise soit référendum ou consultation populaire, lorsque je reviens au nom d'origine, consultation populaire, c'est un simple rappel à la population que c'est une bonne idée de poser une question où il n'y a rien de dangereux ou de grave dans le fait de consulter la population. C'est ce que c'est. C'est une consultation populaire. Donc, je m'empêcherai pas. C'était chargé négativement par les fédéralistes, c'est ça? Ah oui, l'historique du camp du non, tant en 80 qu'en 95, c'est de faire peur, et notamment le référendum a été utilisé pas juste en 80, en 95, là. Philippe Couillard a fait ça, François Legault fait ça, Jean Charest a fait ça. C'est vraiment de créer un sentiment de peur généralisé autour de quelque chose de tellement simple et normal, à savoir consulter la population, lui poser une simple question. Donc, au collège des Hauts-Sommets, Mme Marois est sortie publiquement ce matin avec M. Couillard. Est-ce que vous êtes du même avis que les deux anciens premiers ministres? Oui, je demande au gouvernement de s'en occuper, là. Clairement, la mission de cette institution-là a une valeur importante. Puis s'il y a des dédales administratifs ou des enjeux de bureaucratie, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas se permettre de fermer cette école-là. Et on demande simplement au gouvernement de s'en occuper, là, mais je comprends pas. Là, ça me semble une situation assez difficile à expliquer, mais je m'attends à ce que le gouvernement s'en occupe. Là. Sur l'application WIS, est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose?
Bien, vous savez ce que je pense du temps d'écran puis des médias sociaux sur nos ados. Posons-nous la question. Est-ce que c'est normal qu'une ado de 13 ans au Québec soit sur des sites de rencontres? Et quel risque pour leur santé à tous les niveaux? Santé mentale, perception de soi, mais risques de prédation sexuelle. Je rappelle que, et là, il faudrait vérifier, je me posais la question, c'est peut-être fin 70, début 80, mais au Québec, on a légiféré dans la loi sur la protection aux consommateurs pour interdire la publicité auprès des enfants. Pourquoi? Parce qu'on considérait que une simple publicité de G.I. Joe, de jouets, de Transformers, pouvait poser des problèmes dans le développement d'un enfant qui n'est pas équipé là, pour juger de cette publicité-là. Je le mentionne parce que si on prend un pas de recul puis on regarde à quoi on soumet nos enfants aujourd'hui, il devrait y avoir un éveil collectif, là, vraiment un électrochoc de se dire, mais nos enfants de 12 ans, 13 ans seraient sur des sites de rencontres à la Tinder puis s'exposeraient à des prédateurs sexuels, puis nous, on fera rien comme gouvernement, on va regarder ça puis on va se dire, ben c'est comme ça. Des gouvernements par le passé ont protégé les enfants, ont protégé l'enfance, et c'est le sens, c'est l'esprit du Code civil du Québec. Quand tu es mineur, il y a des régimes pour protéger leur développement parce qu'ils ne jouent pas à armes égales. Un peu la même logique aussi pour les aînés. Et nous, on maintient cette position-là. Donc, pour le gouvernement, donc, de s'assurer que la loi est respectée, ou vous voulez ajouter d'autres choses? Ou... Bien, ce que j'ai exploré sur le temps d'écran, c'est de donner aux parents des outils, y aller avec beaucoup plus de prévention, de sensibilisation. Mais j'ai lancé une discussion en sonnant l'alarme, en disant « Regardez vos propres enfants, regardez... » C'est parce que moi, je le vis aussi, là. On a tous des difficultés, on s'en parlait. Pascal, il dit... Paul, il veut pas que tu passes trop de temps devant les écrans. On se sert l'un de l'autre pour parler à nos enfants, mais c'est un vrai problème de société. Puis il me semble que quand le sujet de discussion à l'Assemblée nationale, c'est nos filles de 12-13 ans sont sur des sites de rencontres et ils sont exposés à des prédateurs sexuels, il me semble qu'on devrait se réveiller comme société. C'est un peu connexe, là, mais voyez-vous là-dedans aussi des outils d'anglicisation des enfants? Parce que, tu sais, dans l'exemple ce matin, la description de la jeune fille était en anglais. Oui, oui. En fait, on est devant la déréglementation de la programmation qui, auparavant, était à la télévision. Et cette déréglementation-là amène, en effet, beaucoup moins de place pour le français, pour le contenu culturel québécois, et mène à une standardisation culturelle et linguistique à l'échelle planétaire. Au profit de qui? Au profit de multinationales qui sont très contents d'obtenir ce monopole-là. Et au détriment de qui? Au détriment de tous les peuples qui ont une langue, une culture distincte, qui vont souffrir évidemment de cette absence d'espace. Donc, il y a toutes ces questions-là qui se posent. C'est un sujet sur lequel je vais revenir. On est en train de travailler sur ces questions-là. Mais l'idée que notre temps, dès notre tout jeune âge, doit être consommé à une machine qui veut capter ton attention par tous les moyens, l'idée qu'on demeure les bras croisés en sachant les conséquences sur la santé mentale et la santé physique me semble intenable.